Bien, mes chers collègues, nous sommes heureux de nous retrouver et toutes mes excuses pour ce léger retard. C'est un peu un marronnier, l'expression n'est pas tout à fait juste. Elle est juste, quand on dit que c'est un marronnier pour évoquer la périodicité, elle n'est pas exacte quand on évoque la lassitude qui s'attache parfois au marronnier au sens journalistique du terme. Ce marronnier dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le fascicule 2 du rapport annuel sur les finances publiques locales de la Cour des comptes. Et à l'inverse, en effet, de ce que le terme pourrait vouloir dire dans le sens journalistique, devant cette délégation, je crois pouvoir le dire, euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est également une réalité, notamment au regard de la période où ce marronnier perd ses feuilles, où il fleurit plutôt, c'est-à-dire l'automne, au moment du débat sur les budgets à venir ou en cours. Eh bien, chacun des parlementaires y accorde une grande attention et je remercie les trois magistrats de la Cour des comptes qui ont fait le déplacement pour nous présenter ce rapport annuel. Rapport annuel qui, encore une fois, l'année dernière comme les années précédentes depuis 2017, est scruté de près par les membres de cette délégation. Mais je dirais que cette année, on a un double titre pour y accorder une attention. D'abord parce que nous avons vécu à l'automne, à l'hiver dernier, une crise énergétique dont on a pu se demander, et d'ailleurs cette délégation l'a fait en confiant cette tâche d'évaluation à un petit groupe resserré. Christine Pires-Baute nous en dira un mot dans quelques semaines. Eh bien, on a pu se demander quels étaient les effets de cette crise énergétique et de cette hausse des prix, de cette hausse du point d'indice sur la situation financière des collectivités territoriales. Et à cet égard, vous indiquez que cette situation s'est dans son ensemble détériorée par rapport à celle qui était exceptionnellement favorable de 2022 en sortie de crise sanitaire sous, à l'époque, le triple effet du rebond de l'activité économique, de la poursuite des mesures de relance et des concours de l'État et du dynamisme retrouvé des recettes fiscales et domaniales à un niveau qui n'avait pas été attendu. Je pense notamment aux droits de mutation à titre onéreux. Il faut bien regarder, quand on parle de leur baisse spectaculaire en 2023, quel était leur niveau en 2019-2020. Et c'est cela la vérité des choses et pas la situation exceptionnelle qui a prévalu en 2021-2022. Depuis plusieurs mois, quand bien même l'inflation recule à 4% en octobre après avoir atteint un pic à 6,2% en février, depuis plusieurs mois aussi, nous avons, et malgré la baisse des prix d'énergie, les effets adverses de ce contexte économique se font à l'inverse sentir sur les budgets locaux de façon contrastée selon les catégories de collectivités. Les régions et surtout les départements, du fait de la baisse des droits de mutation à titre onéreux, sont plutôt à la peine, ou plutôt certains départements, alors que le bloc communal devrait, c'est en tout cas ce que vous indiquez globalement, mieux s'en sortir en préservant sa capacité d'autofinancement et d'investissement, avec là aussi un peu de, malgré tout, un paysage différent selon les types, les strates de collectivités du bloc communal. Et peut-être, on aura l'occasion d'en échanger, une fragilité un peu plus marquée quand même de la strate des villes moyennes et des intercommunalités de taille moyenne. Votre rapport, et c'est le deuxième titre d'intérêt, traite aussi de manière précise de trois thématiques qui ont lien avec la libre administration des collectivités territoriales et qui entrent pleinement dans le champ de travail de notre délégation, à savoir l'autonomie financière, à bien distinguer de l'autonomie fiscale, on le sait tous ici, des collectivités locales, la péréquation financière et notamment la péréquation horizontale et la contractualisation. Sur l'autonomie financière, vous rappelez qu'elle est constitutionnellement protégée. Elle renvoie à la notion de ressources propres des collectivités en dehors des différentes dotations. Et ces ressources propres, elles incluent bien sûr les redevances pour services rendus et produits domaniaux, la fiscalité locale et celle qui est partagée avec l'État. Cette définition qui est très large, elle conduit, c'est peut-être de manière un peu contre-intuitive, elle conduit le ratio d'autonomie à croître sans pour autant rendre compte de l'autonomie financière réelle des collectivités, qui est souvent confondue, je le disais, avec l'autonomie fiscale, qui, elle, n'est pas garantie par le Conseil constitutionnel, même si le rapporteur général du budget a voulu, dans un amendement, garantir un niveau minimal d'autonomie fiscale aux collectivités territoriales. Deuxième sujet sur lequel on reviendra, même si on aura nécessairement des questions sur cette notion de l'autonomie financière, notamment
sur le souhait qu'il y ait une forme d'objectivation de l'autonomie fiscale en lui donnant une définition claire, la fixation de ce ratio minimal et votre réaction par rapport aux initiatives législatives que je viens de mentionner. Deuxième sujet que vous abordez, donc, c'est celui de la péréquation en faveur des collectivités les plus fragiles. Ça renvoie à la péréquation horizontale qui pourrait être davantage développée. Vous le relevez, il s'agit de 4,5 milliards d'euros. Autant dire une goutte d'eau par rapport aux 272 milliards d'euros de recettes hors emprunt des collectivités. À titre d'exemple, la FPIC ne met en jeu qu'1 milliard d'euros seulement, même si elle est souvent très discutée. Depuis la suppression de la part régionale de la CVAE, la péréquation entre régions est inexistante ou presque inexistante. Et s'agissant des départements, le Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux permet en revanche, et c'est un cas un peu plus développé, de répartir 1,6 milliard d'euros, mais aussi depuis la loi de finances de 2020, de mettre en réserve tout ou partie du produit au-delà de ce montant pour faire face à un éventuel retournement de conjoncture. C'est tout l'objet du débat que le gouvernement a en ce moment avec l'Association des départements de France sur le chiffrage du concours budgétaire supplémentaire qu'il est nécessaire de voir venir abonder ce fonds de sauvegarde pour venir accompagner les 15 départements les plus en difficulté ou la douzaine de départements les plus en difficulté à l'échelle nationale. Vous recommandez l'établissement de fonds de péréquation des fractions de TVA transférées par l'État, par catégorie de collectivité, en vous appuyant sur le modèle du fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux et de sa faculté de mise en réserve. Votre propos, c'est celui de la nécessité d'un amortisseur de crise et d'une forme de résilience collective au-delà de l'appel traditionnel et, à vrai dire, assez confortable à la solidarité nationale. Vous évoquez à ce propos dans le rapport le rôle que pourrait avoir le Haut Conseil des finances publiques locales. Il s'agit d'une instance informelle, vous le savez. Doit-il, selon vous, avoir un statut plus officiel? Comment s'articulerait-il avec le comité des finances locales? C'est un sujet sensible. Et quel regard portez-vous sur ce comité des finances locales dans ses travaux et dans ses expressions? Et puis, la troisième thématique de votre rapport, je le disais, c'est celle de la contractualisation entre l'État et les collectivités. Nous sommes, et moi le premier, très attentifs à l'efficacité des dispositifs de contractualisation que nous saluons tous. Les contrats de plan État-région, celui qui bien sûr est en cours et celui notamment pour le volet mobilité qui est en cours de discussion avec les régions notamment, les CRTE, les contractualisations comme Action Cœur de Ville, dont je saisis l'occasion de dire qu'elle a été lancé, ce mouvement national a été lancé dans la ville dont j'étais le maire à l'époque, à Saint-Dié-des-Vosges, le 18 avril 2018. Petite ville de demain, territoire d'industrie, etc., auquel la délégation, là aussi je le rappelle aux collègues, consacrera ses rencontres le 1er février prochain. Ce sera l'occasion de faire là aussi une forme de bilan. Et vous faites le constat à cet égard, en parlant de contractualisation, qui est un modèle qui est longtemps apparu comme plus moderne que celui du travail traditionnel entre l'État et les collectivités. Vous faites le constat d'une forme d'empilement, avec un problème d'appréhension par les collectivités territoriales, un pilotage partenarial qui est, disons, inégal, et un suivi au niveau des préfectures qui, là aussi, est assez inégal. Est-ce que vous pourriez expliciter les pistes que vous préconisez pour fluidifier les mécanismes contractuels entre l'État et les collectivités et entre les collectivités entre elles? Enfin, et pour terminer cette introduction qui est déjà trop longue, je le sais, je veux rappeler que la Cour a consacré la partie thématique de son rapport public annuel 2023 qui est paru en mars à la décentralisation 40 ans après, en référence aux lois Defferre de 1982 et 1983, dont on pourra estimer ici collectivement que le souffle est malheureusement un peu retombé. Et c'est une des conclusions, je crois, provisoires du groupe de travail sur la décentralisation dont nous débattrons tout à l'heure avec ses membres. Et vous avez participé, notamment Monsieur le Président Charpy, à l'élaboration de ce rapport annuel s'agissant des aspects institutionnels et financiers de la décentralisation. Notre délégation a mis en place, je le disais, un groupe de travail. Nous sommes tous bien informés de la mission qui vient d'être confiée par le président de la République au questeur Éric Woerth pour travailler avec 2 parlementaires de l'Assemblée nationale et 2 du Sénat sur ces sujets. Par rapport à la crise d'efficacité qui est liée à l'éclatement des responsabilités, à la lenteur des décisions, à une organisation territoriale qui est parfois jugée complexe et à l'enchevêtrement des compétences,
Dans le rapport auquel vous avez participé, la Cour semblait privilégier une approche à géométrie variable dans l'attribution des compétences plutôt qu'un jardin à la française et mettait l'accent sur l'amélioration de l'efficacité des services publics aux citoyens. Est-ce que vous pourriez revenir, et cette question s'adresse spécifiquement à vous, sur les recommandations de la Cour pour que la décentralisation retrouve du souffle et cet élan originel de 1982-1983. Voilà, ça fait déjà une bonne façon de planter le décor avant de vous donner la parole, messieurs, et puis ensuite de la céder bien sûr à nos collègues qui n'en manqueront pas de vous poser des questions. Il y a déjà 3 qui sont inscrits. Et donc, tout de suite, je vous cède la parole pour cette présentation que nous allons écouter avec attention. Et pardon d'avoir introduit en parlant de marronnier, mais je crois que c'est quand même assez exact et facétieux. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Oui, c'est vrai que pour nous, c'est aussi un marronnier. On a quelques marronniers à la Cour. Il y a un rapport finances publiques locales qui paraît en juin, juillet et en octobre, novembre. Mais on a le rapport public annuel, les rapports sur l'exécution des lois de finances. Donc on est habitué de marronnier, on n'est pas du tout choqué. En tout cas, un grand merci de nous inviter à cette audition parce que c'est pour nous très important de pouvoir présenter et rendre compte de nos travaux sur les collectivités locales, d'autant que les juridictions financières y consacrent une partie très importante de leur temps. C'est vrai, bien sûr, et par définition pour les chambres régionales et territoriales des comptes. Ça l'est aussi pour la Cour. Et c'est vrai que pour cette audition, je me suis référé au fond à 3 travaux récents qu'on a faits. Bien sûr, les travaux sur les finances publiques locales avec ces 2 fascicules publiés cette année. Mais également, vous l'avez cité, Monsieur le Président, au rapport public annuel, notamment à son chapitre introductif qui fait le bilan de 40 ans de décentralisation. Et puis, même si je suis à l'Assemblée nationale, je ne résiste pas à l'idée de rendre compte également du travail qui a été fait pour le compte de la Commission des finances du Sénat au mois d'octobre dernier sur des scénarios d'évolution des financements des collectivités locales. Au fond, ces 3 ensembles marquent un peu l'état de la réflexion aujourd'hui à la Cour sur la question des collectivités locales. Puisque vous m'avez donné la possibilité, dans ce propos liminaire, j'évoquerai 3 points principaux pour laisser ensuite la place de questions, ce qui me permettra de répondre à un certain nombre de questions que vous avez vous-même évoquées dans notre propos introductif. Le premier point, c'est la situation des finances publiques locales en France. Alors, pour être très franc, on a été un tout petit peu gêné quand le rapport finances publiques locales numéro 2 est sorti, parce que la presse a titré une situation qui se renverse, qui se retourne, je ne vais pas dire dramatique pour les finances publiques locales, mais enfin, on a mis l'accent sur le retournement. C'est vrai, le rapport montre qu'il y a un certain retournement de la situation des finances publiques locales, mais elle reste, il faut le reconnaître, favorable, notamment quand on la compare aux 2 autres grandes administrations publiques que sont l'État, en très grave déficit, et la sécurité sociale, qui l'est également. Donc voilà, le rapport montre un retournement de la situation par rapport à une situation qui est très favorable en 2022, mais aussi en 2021. Elle reste favorable, mais elle est moins favorable, et avec surtout un point qui nous a paru important de souligner, c'est au fond une certaine différenciation beaucoup plus forte que les années précédentes, même si après la crise sanitaire, les régions n'avaient pas retrouvé leur niveau d'autofinancement, enfin d'épargne brute qu'ils avaient avant la crise. Globalement, la situation était bonne pour les 3 niveaux de collectivités locales. Cette année, on note une différenciation plus forte, avec, vous l'avez vous-même indiqué, pour le bloc communal, une situation qui reste favorable, avec probablement, on attend les chiffres de fin d'année, il faut se méfier sur les rentrées de TVA, qui ne sont pas forcément très bonnes sur ces dernières semaines, mais avec globalement une situation du bloc communal qui devrait continuer à s'améliorer, avec une situation des régions et des départements qui, elles, se dégradent par rapport à ce qu'elle était en 2022. On aura les chiffres définitifs. Alors, pourquoi cette situation ? Parce que, vous l'avez indiqué, on a un retournement ou un ralentissement économique significatif qui conduit à ce que les recettes de TVA soient plus faibles leurs dynamiques sont un peu plus faibles qu'auparavant, avec aussi des charges qui ont été plus élevées du fait de l'inflation. Les perspectives que le gouvernement trace pour 2023 et pour 2024 marquent effectivement, et le rapport le souligne,
l'existence d'un besoin de financement global des collectivités locales de 2,6 milliards en 2022, 2,9 milliards en 2024, alors qu'on était dans l'excédent de 4,8 milliards en 2022. Donc c'est vrai que globalement, la situation s'est plutôt retournée. Et du coup, ça pose une question un peu plus générale qui est une question que le gouvernement, sur laquelle le gouvernement tourne depuis plusieurs années, qui est comment faire participer les collectivités territoriales au redressement des finances publiques. Et que ce soit dans les contrats de Cahors sur la précédente loi de programmation ou dans cette loi de programmation dont je ne sais plus si elle était définitivement votée ou si elle va l'être. Au fond, on présuppose que les collectivités territoriales vont participer au redressement des finances publiques de leur globalité. Simplement, on s'aperçoit que sur 2023 et 2024, ça ne sera pas le cas. Et deuxièmement, qu'on n'a pas encore trouvé la martingale qui permet de concrétiser cette participation des collectivités locales au redressement des finances publiques. Et aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif dans la loi de programmation 2024-2027 pour définir ce point. Donc ça, c'était le premier point, c'est qu'en gros, on a une situation qui reste favorable comparée aux autres, qui l'est moins que par les passés, qui est plus différenciée par niveau de collectivité et qui surtout rend plus délicate la contribution des collectivités locales au redressement des finances publiques globales de la France. Peut-être deuxième point de mon introduction, c'est le fait qu'au fond, on a connu depuis plusieurs années de profondes réformes des financements des finances locales avec des réformes des impôts, des impôts locaux dont je précise qu'elles n'ont pas été faites au regard de la situation des collectivités locales, mais ont été faites en fonction d'autres objectifs de politique économique, qui étaient la compétitivité des entreprises en baissant la CFE, la CVAE, ou le pouvoir d'achat des ménages en baissant la taxe d'habitation, en supprimant la taxe d'habitation, on l'a maintenant que pour les résidences secondaires. Donc ces réformes qui ont été faites pour d'autres raisons que les situations des finances locales ont un impact fort sur les finances locales et la Cour s'est attachée à les examiner et je ferai peut-être trois constats. Le premier constat, il est provisoire parce qu'on a examiné l'année 2022, on n'a pas encore examiné 2023, mais ce que nous disons, ce qui d'ailleurs n'a pas beaucoup plu, je crois, au comité des finances locales, c'est que sur 2022, le bilan est plutôt positif pour les collectivités locales, puisque en gros, nous avons calculé que, en fonction de ce qu'elles les collectivités locales auraient touché et ce qu'elles ont finalement touché, elles ont un surcroît de recettes de 5,6 milliards d'euros. C'est le chiffre que nous avons établi. Alors, il peut être contesté à 1 milliard d'euros suivant qu'on prend tel ou tel dispositif, mais enfin, c'est plutôt positif. Est-ce que ça le restera sur 2023 et sur 2024 ? Nous aurons l'occasion d'y revenir dans le prochain rapport. Donc, ça n'a pas été défavorable d'un point de vue strictement financier. En revanche, c'est vrai que ça n'a pas été sans impact sur l'autonomie fiscale des collectivités locales. Et il y a un paradoxe, et vous l'avez vous-même noté, que la loi de 2003 et surtout la loi organique de 2004 qui fixe les principes d'autonomie financière conduit à ce que on baisse la capacité des collectivités locales à fixer leur impôt, on réduit la territorialisation de l'impôt, mais en même temps, on a une augmentation de l'autonomie financière, ce qui est assez paradoxal, qui se comprend bien, c'est la décision du Conseil constitutionnel, mais c'est vrai que ça peut être paradoxal. Et ce qui nous a frappé, au fond, dans nos travaux, c'est le sentiment par les élus locaux, par les responsables locaux, par leurs associations, d'une perte de maîtrise de leurs finances locales. Et ça, c'est un point qu'on ne peut pas ne pas avoir à l'esprit. Alors, cette perte, elle est différenciée. Le bloc communal, au fond, n'a pas perdu grand-chose, puisqu'on lui a transféré des impôts fonciers qui étaient au niveau du département sur le bloc communal. Donc, globalement, l'autonomie fiscale telle qu'on l'a définie, telle que je crois l'Assemblée l'a définie aussi, n'a pas été vraiment remis en cause. Mais c'est vrai que pour les départements et pour les régions, il y a un effet assez massif avec une perte significative de capacité à déterminer le montant de ces impôts. Alors on a, et je réponds sur ce point à une question, on a bien vu la proposition, la réflexion engagée par l'Assemblée nationale, notamment par le rapporteur général de la Commission des finances, sur l'idée de fixer un montant d'autonomie fiscale, ou en tout cas d'avoir une référence en autonomie fiscale.
Bon, c'est un choix politique qui relève du Parlement et sur lequel la Cour n'a pas à se prononcer. Ce qui est clair, c'est que sur la définition telle qu'elle est proposée par le rapporteur général, nous sommes d'accord. C'est bien ça à quoi correspond l'autonomie fiscale. Euh, Seule chose que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il ne faut pas non plus forcément rigidifier. Donc, avoir une information régulière sur le niveau d'autonomie fiscale par niveau de collectivité est sûrement utile. En faire un plafond ou un plancher. On a voulu le faire avec l'autonomie financière en 2003, 2004, ça n'a pas forcément fonctionné. Donc voilà, je suis prudent sur les rigidités qu'on met sur le fonctionnement des finances publiques. Mais sur le fond, si c'est à titre d'information, ça ne pose pas de difficultés particulières. Peut-être troisième élément sur la réforme de la fiscalité locale. Je dirais qu'elle a comme conséquence, et elles ont comme conséquence la réforme, de davantage lier l'évolution des finances locales à la conjoncture économique. On passe d'impôts de stock, qui est le foncier, à des impôts de flux, la TVA pour une large partie. Alors, ça a un avantage considérable quand la situation est bonne. C'est moins favorable quand la situation se retourne. Et puis, je trouve que ça crée une incertitude nouvelle. Autrefois, quand on votait les taux, enfin les impôts locaux, on savait à quoi on aurait accès en fin d'année, et puis c'était versé par deuxième, c'était réglé. Avec la TVA, ce que je comprends, c'est que les collectivités locales ont une vision assez incertaine, assez fragile de leurs ressources en cours d'année, et que ça peut bouger dans un sens ou dans l'autre. Donc je sais d'ailleurs que la direction du budget réfléchit, je pense qu'il faut peut-être réfléchir à une espèce de couloirs entre lesquels évolue le montant des impôts qui sont transférés, de manière à ne pas fragiliser les collectivités locales. Deuxième point sur lequel nous avons réfléchi là-dessus, c'est, alors c'est vrai qu'on l'a réfléchi en période de croissance forte, c'est est-ce qu'il ne faut pas imaginer des fonds de résilience où on pourrait garder en réserve des ressources supplémentaires par rapport à ce que seraient les ressources normales, notamment de TVA. On prend l'exemple de ce qui a été fait dans le cadre des DMTO, et on dit, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à la même chose s'agissant de la TVA et pour les niveaux qui en reçoivent le plus, départements, régions et communes. Alors, il est clair que pour nous, c'est un mécanisme qui ne peut être que collectif. Pour la DMTO, il y avait un collectif et un individuel. Pour la TVA, ça ne peut être qu'un sujet collectif. Et donc l'idée, ce serait d'alimenter ce fonds en période de conjoncture économique favorable et pour pouvoir éventuellement y puiser quand la conjoncture est moins favorable et d'éviter, mais ça c'est le côté très court des comptes, et d'éviter de faire appel à la solidarité nationale dès qu'il y a un retournement de conjoncture. Donc c'était l'idée, c'est d'avoir un fonds de résilience qui permette de fonctionner. Cela nous semble possible, en tout cas il faut réfléchir. La question qu'on se pose, c'est comment on active ce fonds. Dans le cadre du fonds des MTO géré par le CFL, c'est le CFL qui prend des décisions de débloquer, si je me souviens bien. Dans le cadre d'un fonds de résilience sur la TVA, sans doute faudrait-il associer une autre instance, alors soit le CFL, mais je ne suis pas certain qu'il soit le plus à même pour le faire, peut-être le Haut Conseil des finances publiques locales, et ça me permet de répondre à cette seconde question. Il a été installé récemment de manière informelle, et d'ailleurs je pense que c'est une bonne chose qu'il ait commencé de manière informelle. Attendons de voir si ça fonctionne avant de le pérenniser. On a connu des conférences des territoires qui sont réunies une fois, deux fois, peut-être pas trois fois, je crois que ça s'est arrêté. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée d'avoir un Haut Conseil des finances publiques locales qui permet d'avoir un diagnostic partagé à très haut niveau. Moi j'ai participé au premier en présence des ministres et des présidents des grandes collectivités. C'était très très utile. On pourrait très bien imaginer que si ce conseil fonctionne, il puisse aussi avoir un rôle dans l'activation de ces fonds de résilience quand ça serait nécessaire. Nous pensons, on l'avait dit d'ailleurs dans un rapport qu'on a fait, dans le rapport sur le Sénat aussi, pour le Sénat, nous pensons qu'on pourrait, s'il fonctionne, donner d'autres compétences à ce Haut Conseil des finances publiques locales, notamment de pouvoir examiner les dispositions qui sont prévues dans le cadre des projets de loi de finances sur les relations financières entre l'État et les collectivités locales. Je pense que ça serait une manière d'ouvrir un peu plus ce débat et d'avoir une capacité à mieux concerter. C'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'on avait réfléchi dans le rapport pour le Sénat.
Du coup, la question se pose sur le CFL. C'est un point sur lequel vous m'avez interrogé. Je sais que mes collègues y ont été hier, et certains d'entre vous y étaient. Je pense que le CFL a toute sa place, tout son rôle. Ce que nous avons dit dans nos différentes publications, c'est que sa composition était quand même très axée sur les communes et les communes dans leur pureté originelle. Et peut-être était un peu moins sensible à des phénomènes d'intercommunalité, de métropole, voilà, et que il faudrait peut-être, si on souhaitait confirmer le CFL, qui est une bonne idée, lui donner davantage de rôle aussi, peut-être réfléchir à son mode de fonctionnement et sa représentativité pour avoir plus de représentativité sur l'ensemble des échelons de collectivités locales et aussi par type de collectivité. Troisième point, je ne voudrais pas être trop long sur votre intervention et mon intervention liminaire, c'est au fond quelle perspective fixer pour un nouvel élan de la décentralisation. C'était un des points majeurs de notre rapport public annuel. Ça me permettra d'évoquer les questions liées à la contractualisation. On a bien sûr suivi le groupe de travail que vous avez mis en place. On est bien conscient qu'il y a une mission qui a été confiée à Éric Woerth avec deux parlementaires de l'Assemblée nationale et deux du Sénat. C'est un point qu'on a évoqué dans le rapport introductif au RPA 2024 et je veux dire, nous étions un peu embêtés parce qu'au fond, on a aussi nos débats internes, ça peut arriver. Et je ne trahis pas le secret des délibérations, mais au fond, on dresse un bilan assez positif des deux premières étapes de la décentralisation, 82, 83, 2003, 2004. Et on est, c'est vrai, plus incertain sur la troisième étape qui s'ouvre en 2010, qui est quand même marquée par beaucoup de tâtonnements, d'hésitations, de retour un peu en arrière, avec le sentiment que parfois on renforce les régions, puis ensuite on renforce plutôt le département, qu'il y a souvent un écart entre la réorganisation de l'État et la réorganisation du monde local. Et donc, voilà, on s'est dit, on a beaucoup différencié, beaucoup expérimenté, et on ne sait pas trop vers où on va. Et au fond, on dit dans ce rapport, il y a deux voies qui sont impossibles à moyen terme. La première, qui sont impossibles de maintenir. À long terme, ça nous paraît difficile de maintenir le système actuel qui est quand même très différencié, très ouvert, mais qui crée pas mal de complexité. Et à court terme, nous avons senti qu'il n'y avait pas d'espace pour une re-répartition des compétences entre niveaux de collectivité, voire le grand soir qui consisterait à dire je suis pro même niveau. Voilà. On a pensé que politiquement, il n'y avait pas le momentum pour le faire. Et donc on a dit, dans l'attente de ce momentum qui nous paraîtrait utile, il faut essayer d'utiliser au mieux ce qui existe. Et il y a quand même dans la loi un certain nombre de choses qui existent. Par exemple, approfondir la coopération intercommunale. Ça, on est très axé là-dessus à la Cour, considérant que c'est un point important, mais sans renoncer à aider aussi de réduire le nombre de communes, qui nous paraît un point important. On est convaincu que le rôle de chef de file, il a, dans le contexte actuel, un intérêt. Il faut donc plutôt le renforcer, plutôt que le réduire, notamment quand il s'agit de politique partagée. Qu'il faut sans doute essayer de mieux utiliser des possibilités de différenciation et d'expérimentation. Et puis, et là on est vraiment dans notre domaine, on considère qu'il faut un peu restaurer la situation de l'État dans les territoires. La Cour, notamment la 4e chambre que préside aujourd'hui, a beaucoup travaillé sur le rôle des préfets et les moyens dont ils disposent. Et on a quand même le sentiment qu'ils ont un peu réduit significativement les capacités de faire le contrôle de légalité, le contrôle budgétaire, et que, et c'est le dernier point que je voulais évoquer, quand on leur demande de contractualiser, en fait, on leur demande de faire beaucoup de choses avec assez peu de moyens. Du coup, et pour répondre à votre question, on considère qu'il faudrait pouvoir mieux utiliser la contractualisation, qui nous paraît un dispositif important, parce que sans contractualisation, c'est unilatéral et ça ne fonctionne pas. Donc, mais simplement, il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça, probablement réduire le nombre de dispositifs contractuels distincts. Il y en a plusieurs dizaines. Plusieurs centaines, oui. Parce que 54 programmes nationaux.
Voilà, c'est tout à fait considérable. Donc l'idée, c'est plutôt de les réduire sur un nombre restreint de dispositifs autour, au fond, des contrats de plan État-région et des contrats de relance et de transition écologique, qui nous paraissent de bons cadres globaux, d'assurer la cohérence réciproque entre ces deux outils, qui n'est pas forcément complètement assurée, d'essayer de circonscrire les appels à projets et à manifestations d'intérêt des ministères, des opérateurs, parce qu'il y en a tellement que ça brouille un peu les logiques transversales. On pense aussi, et c'est un point, je crois que les collectivités locales y sont attentives, à laisser un véritable temps à la négociation des contrats. Je veux dire, souvent, ce sont des contrats d'adhésion. Le préfet a 3 jours pour régler ça. Donc voilà, c'est pas un vrai contrat, pas un vrai contrat. Et la conséquence aussi, c'est qu'il faut avoir des annexes financières précises qui précisent les engagements réciproques des uns et des autres. Voilà, c'est un certain nombre de choses qui nous paraissent utiles pour avoir une contractualisation nécessaire, pour avoir une action coordonnée de l'État et dans les territoires, que ce soit d'ailleurs entre l'État et les territoires qu'entre collectivités elles-mêmes, mais qu'il faut mettre un tout petit peu d'ordre dans tout ça. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, quelques points d'introduction sur, que j'ai été trop long, je m'en excuse, sur à la fois notre rapport et quelques réponses aux questions que vous avez évoquées dans votre intervention liminaire, Monsieur le Président. Oui, merci beaucoup. Juste 2 points, et ce n'est pas des questions, c'est plus en rebond et pour appuyer ce que vous disiez. D'abord, vous avez évoqué, et avec toute l'assise de vos travaux, à la fois cette autonomie financière, je disais, qui est forte aujourd'hui des collectivités, et le sentiment de dépossession des élus, qui est un fait politique incontestable et indiscutable. Et en même temps, en objectivant cela une première fois, en disant que, à juste titre, en tout cas jusqu'à la suppression de la CVAE, qui concerne surtout les intercommunalités et moins les communes, et bien, c'était finalement le bloc communal qui avait gardé la plus forte autonomie fiscale, ce qui n'est pas forcément le sentiment qui parfois est développé ici dans cette délégation, mais ce qui est la réalité objectivée que vous partagez avec nous. Et c'est aussi la même chose sur la situation financière des collectivités. Dans le fond, et c'est un ancien maire qui le dit, et ancien président de PCI, mais on entend beaucoup aujourd'hui les communes, et on les entendait beaucoup d'ailleurs à la fin de l'année dernière, et les communautés de communes, d'agglomération, communautés urbaines et métropoles, sur leur situation financière. Et on entend un peu les départements, moins les régions. Or, effectivement, le paysage que vous brossez, il est surtout dégradé dans les départements et les régions. Néanmoins, je serais curieux quand même que dans les réponses aux collègues, vous puissiez différencier, si vous en avez eu la possibilité, au sein du bloc communal, parce qu'encore une fois, intuitivement, et les retours, je pense que Christine Pires-Beaune serait d'accord avec moi, qu'on peut avoir au sein du bloc communal sont assez différenciés sur les strates de communes et d'intercommunalité. Et puis, le point sur lequel vous insistiez de la dépendance aux cycles nationaux qui crée ce sentiment de dépossession et parfois un petit peu d'inquiétude des élus locaux, qui est beaucoup plus forte qu'aujourd'hui avec les mécanismes fiscaux qu'elle ne l'était avec les trois vieilles. C'est aussi une réalité, un fait politique indiscutable, même si vous avez eu raison de préciser que les réformes fiscales qui ont eu lieu au quinquennat précédent, elles étaient destinées à autre chose qu'à produire des effets sur les collectivités, mais plutôt à redonner du pouvoir d'achat, ce qu'elles ont fait, et de la compétitivité économique aux entreprises françaises, ce qu'elles ont fait. Donc, voilà, merci pour ces points. Alors, on a beaucoup de questions, ce qui n'est pas très surprenant, pour le président Charpy et ses 2 collègues. On commence par monsieur Lionel Royer-Perrault, monsieur le vice-président de la délégation. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la 4e Chambre, Messieurs les conseillers, chers collègues, ma question portera essentiellement sur le bloc départemental et notamment un sujet d'actualité. En lisant la presse encore ce matin, nous avions une présidente de département qui s'en émouvait dans le Figaro notamment, sur l'enjeu financier et du coup l'impact que cela a sur les départements du traitement du dossier des mineurs non accompagnés,
qui aujourd'hui est un vrai sujet, où on voit bien qu'il y a des enjeux politiques, mais ça c'est un autre débat qui vous échappe, mais surtout sur l'impact que cela a au point de fragiliser la structure financière et les équilibres financiers de certains départements, au point même d'ailleurs que certains viennent à imaginer de s'affranchir du respect de la loi pour en quelque sorte pouvoir continuer à mener les politiques publiques qui relèvent de leurs compétences. Donc je voudrais savoir si vous avez objectivé cela, quelle est votre appréciation, s'il y a beaucoup de départements qui sont dans une situation délicate, est-ce que c'est véritablement la conséquence de cette augmentation des charges liées à la gestion des mineurs non accompagnés, ce que je veux croire par ailleurs, mais peut-être pas que, et donc peut-être nous donner une appréciation objectivée sur cet enjeu. Je vous en remercie. On prend tout de suite la question de M. Josselin de Signy. On fait le premier balai de questions et ensuite on laissera les magistrats de la Cour des comptes répondre et on reprendra un deuxième balai. Monsieur le député de l'Aisne, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président de la 4e Chambre, Monsieur le Conseiller, chers collègues. 2022, vous l'avez dit tout à l'heure, a été une année, d'après le gouvernement, relativement faste pour les collectivités territoriales, puisque je cite le rapporteur de la Commission des finances publiques, les collectivités ne se sont jamais aussi bien portées. Dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales, la Cour met en exergue une perspective financière des collectivités moins favorable pour 2023, comme vous venez de nous l'expliquer. Parallèlement, la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 prévoit une contribution notable des collectivités au redressement d'ensemble des finances publiques. Sur le sujet de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques, et notamment celui de la dette, j'avais interrogé ici même le 11 octobre dernier Madame la ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sans toutefois obtenir de réponse précise que celle d'un effort qui serait demandé aux collectivités. J'ai également interrogé le ministre du Budget qui n'a pas pu me donner plus d'informations sur ce thème. Les différentes réformes du gouvernement lors de la dernière législature, notamment avec la suppression de la taxe d'habitation, ont mis les maires sous perfusion. Alors certes, ils ont peut-être en 2022 perçu plus de dotations, mais ils n'ont plus les mains libres pour pouvoir eux-mêmes prendre les décisions sur la levée des impôts. Donc ils n'ont plus les marges de main-d'œuvre et sont peu à peu réduits à être des gestionnaires plus qu'à de véritables édiles capables de lever justement l'impôt quand ils en ont besoin et de le baisser quand ils le souhaitent. Est-ce qu'en tant que président de la Chambre de la Cour des comptes, vous pourriez avoir des informations plus précises à nous donner afin que les collectivités puissent anticiper la nature et le degré de cet effort que le gouvernement entend leur demander? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Martine Etienne, députée de Meurthe-et-Moselle. Chers collègues. Merci. Messieurs, bonjour pour votre présence ici. Alors, si au début de l'été, le rapport de la Cour des comptes constatait une amélioration de la situation des collectivités, aujourd'hui la situation n'est plus la même. Nous avons d'ailleurs alerté le gouvernement à plusieurs reprises à ce sujet. Lors de l'audition de la ministre déléguée aux collectivités, Dominique Faure, nous l'avions alerté sur les difficultés des départements à épargner, sur la hausse des dépenses de fonctionnement, la baisse de la DGF face à l'inflation ou les tarifs trop élevés de l'énergie. Vous le dites ainsi dans votre rapport, à cause de l'inflation, les collectivités devraient avoir besoin de 2,6 milliards en 2023 et près de 2,9 milliards d'euros en 2024. Lorsqu'on a interpellé la ministre à ce sujet, elle nous a répondu que nos allégations étaient fausses, que les collectivités faisaient, et je cite, peut-être des mauvais choix en termes de financement, notamment parce que leur masse salariale serait trop grosse. Elle nous a répondu donc que les collectivités s'en sortaient bien. Pensez-vous que le gouvernement a aujourd'hui bien conscience de la situation des collectivités ? Par ailleurs, malgré la situation financière en déclin, les collectivités continuent d'investir, notamment en s'endettant. Selon vous, quel risque y a-t-il à faire reposer l'investissement des communes sur l'endettement du fait des recettes moindres ou qui ne suivent pas l'inflation ? Enfin, les élus de tout niveau nous alertent. L'inflation restreint les budgets et les communes doivent abandonner certains projets, comme la gratuité des fournitures scolaires. Il semble y avoir une unanimité
chez les maires pour demander une indexation de la DGF sur l'inflation, qui serait une mesure de bon sens et qui permettrait de pallier les aléas du marché qui handicapent les communes et leurs projets d'année en année. Quelle est votre position sur le sujet et au vu des chiffres exposés dans votre rapport, pouvez-vous nous en dire? Merci. La parole est à Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach, secrétaire de la Commission et députée de Seine-Maritime. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller, chers collègues. Vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, la nécessité de consolider, d'étoffer les intercommunalités, mais vous avez eu une petite phrase pour indiquer que, bien entendu, ça ne devait, en tous les cas, c'est ce que j'ai entendu, donc je voudrais que vous me précisiez que cela ne devait pas se faire au détriment d'une nécessaire réduction des communes. Alors, permettez-moi de vous dire que je ne partage pas du tout votre analyse et que je voulais savoir, au fond, sur quoi on pouvait baser ces études. On a un modèle français qui, en effet, repose sur un très grand nombre de communes, je ne l'ignore pas, de façon très différente de certains de nos collègues et amis voisins, pays voisins. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un sentiment, mais quand j'examine comme ancienne élue locale, j'ai également été comme le président maire d'une ville moyenne et présidente d'agglomération avec des communes rurales, quand je vois ce que font les élus locaux aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de penser notamment en milieu rural, je ne peux m'empêcher que si nous voulions rester sur le plan de la sécurité et sur le plan social à un niveau de celui d'aujourd'hui, il nous faudrait créer un nombre de fonctionnaires bien plus important, notamment dans le domaine de la gendarmerie et dans le domaine des assistantes sociales. Donc je me demande toujours sur quoi repose cette nécessaire, puisqu'on l'entend régulièrement, cette nécessaire réduction des communes, parce que lorsque l'on sait ce que coûtent les élus locaux et une secrétaire de mairie, on se dit qu'au fond, c'est quand même pas grand-chose. Donc, si vous pouviez répondre à cette question, je vous en serais reconnaissante. Et puis, là, c'est peut-être plus une réflexion. Je suis quand même toujours étonnée d'entendre mes collègues faire comme si, au fond, l'État, c'était je ne sais quoi, un truc qui serait au-dessus et qui, lui, ne subirait pas non plus tous les effets des situations internationales, tous les effets d'une inflation, tous les effets d'augmentation des prix de l'énergie, et qu'au fond, personne ne devrait faire d'efforts, sauf l'État, qui lui devrait subir tous les efforts. Mais l'État, c'est nous tous. C'est nous tous. Et enfin, pour conclure, la dernière mais non la moindre, Madame la vice-présidente Christine Pires-Beaune, députée du Puy-de-Dôme, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour votre présentation. J'ai eu la chance de siéger hier au CFL, mais les points de présentation n'ont pas été forcément les mêmes, donc c'est pas une redite et c'est très bien, ça montre la richesse de votre rapport. Du coup, je vais me restreindre sur les questions parce qu'en plus, on a une séance à 15h sur le projet de loi de fin de gestion. Donc, je vais prendre trois questions. D'abord, vous avez parlé d'une différenciation de plus en plus forte, c'est-à-dire une hétérogénéité entre catégories de collectivités territoriales, mais surtout, je crois que l'hétérogénéité, elle est aussi à l'intérieur des catégories de collectivités, ce qui devrait nous amener à moins de dispositifs généralistes et à plus de dispositifs différenciés. Ça devrait être la logique, et donc à plus de péréquation. Or, on voit que c'est l'inverse qui se passe et qu'on a moins, au final, de péréquation. Alors, j'aimerais vous poser la question, à votre avis, pourquoi on en est là ? Est-ce que c'est toujours difficile, quand on fait une réforme, de faire des perdants, puisqu'on les fait souvent à enveloppe constante ? Sur le retournement de la situation, même si j'ai bien noté vos précautions sur la situation des collectivités, encore meilleure que celle de l'État et de la sécurité sociale, ce qui évidemment est indiscutable. Ce retournement, il existe parce qu'on passe d'un excédent de financement, vous l'avez dit, sur 2022, à un besoin de financement
sur 2023 et sur 2024. Alors, est-ce que ce besoin de financement, il s'applique à toutes les catégories? Parce que vous avez parlé d'un besoin de financement global. Et si c'est le cas, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'investissement au moment, et notamment pour le bloc communal, puisque c'est lui qui porte quand même l'essentiel de l'investissement, au moment où on doit faire face au mur notamment de la transition écologique? Et le dernier point, il rejoint celui de ma collègue qui vient de prendre la parole sur je partage quasiment l'essentiel de vos propos, mais pas celui sur la réduction imposée du nombre de communes. Je ne pense pas que cela doive être un objectif en soi. Les regroupements volontaires, oui. Une réduction qui serait imposée par la loi, je pense que ce ne serait pas une bonne façon de faire, et la crise sanitaire nous a montré l'inverse. Heureusement qu'on a eu tous les maires pendant la crise sanitaire. Et ça, c'est la meilleure preuve que le maillage des communes a encore sa raison d'être, surtout depuis 2017, c'est-à-dire surtout depuis qu'on a des intercos XXL. La question aurait pu peut-être avoir un peu plus, je dis bien un peu plus de sens, sauf que, moi je considère que ce n'est pas un handicap. Ce serait d'ailleurs intéressant, et je le suggère à la Cour, d'avoir des études à l'échelle de, je sais pas, c'est une dizaine d'intercos où on analyserait la dépense publique globale par habitant, c'est-à-dire, et notamment charge de personnel. Quand vous ajoutez les dépenses de l'interco et des communes qui composent ces intercos, quelle est l'évolution depuis 10 ans? Avec en parallèle, quelle est l'évolution des services offerts, puisqu'analyser une dépense sans analyser les services offerts, ça n'aurait aucun sens, évidemment. Voilà, merci. Pour donner la parole, je ferai observer de façon facétieuse que le mouvement de la construction de l'intercommunalité, c'est typiquement un mouvement qui, au départ, part de la volonté de réduire le nombre de communes et de se dire que on va arriver très vite à des fusions de communes. C'est l'objectif des années 90, même si les intercommunalités existaient depuis plus longtemps, bien sûr. Et puis finalement, on aboutit à une sorte de collectivité qui n'en dit pas complètement le nom. Et en chemin, on a parfois perdu un peu le sens et le projet, notamment avec les intercommunalités XXL. Je donne la parole au président Charpy. Vous avez la parole, monsieur le président. Merci beaucoup. Je commence peut-être par ce dernier point sur mon propos polémique sur la réduction du nombre de communes. D'abord, dans le rapport de la Cour, on ne dit pas que c'est une réduction qui va être imposée par l'État. On dit simplement, on constate qu'on a beaucoup plus de communes. On a plus de communes que je crois tout le reste de l'Union européenne. Voilà. C'est un fait français, on ne changera pas. Ce qu'on veut juste dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait des intercos, et surtout parce qu'elles sont très grosses, qu'il faut renoncer à la mise en place de tel ou tel regroupement sur un base volontaire de communes. Je suis d'un département très rural, qui s'appelle la Lozère, et j'ai vu fleurir au cours des années passées des fusions de communes dans le cadre des communes nouvelles. Et objectivement, quand vous regroupez 3 villages qui étaient des communes de 50 ou 100 habitants, ce qui est le cas, c'est pas absurde de faire une commune nouvelle qui s'appelle Mont-Lozère, une autre qui s'appelle Le Goulet. Voilà, ça peut avoir un sens. Donc, ce que nous disons, c'est pas il faut forcer le mécanisme, et je dis simplement il faut pas le rendre impossible. Parce que un des points qu'on a quand même vu dans le travail sur les intercommunalités qu'on a fait il y a 2 ans, il y a 1 an, c'est qu'effectivement, on a eu tendance à ajouter des dépenses de personnel des communes et des dépenses de personnel des intercommunalités, et qu'au total, il n'y a pas eu beaucoup de synergie. Voilà. Donc nous sommes favorables aux intercommunalités par principe, parce que ça permet d'avoir une meilleure efficience. En même temps, ça ne va pas se faire aux dépens d'un processus qui peut être utile de réduction du nombre de communes dans les zones rurales, là où c'est nécessaire, et sur une base volontaire. Mais nous ne sommes pas là pour tuer les communes aujourd'hui. Je reviens sur les autres points qui ont été évoqués. D'abord, pour commencer par la question de M. Roger Perrault, je n'ai pas d'informations très précises sur les MNA, parce que nous avons des informations globales sur les allocations individuelles de solidarité, les AIS. De souvenirs plus anciens, à un moment, le sujet de MNA a explosé, c'était il y a 4-5 ans. Il me semble qu'il y avait eu des efforts supplémentaires qui avaient été faits par l'État au bénéfice des départements qui étaient les plus affectés. Je crois qu'il y avait des dotations qui avaient été données à l'époque. Je n'ai pas conscience que le problème se soit intensifié depuis, même s'il y a probablement, peut-être dans certains départements, et peut-être dans le Pas-de-Calais, c'est vrai qu'on va
budgétaire est telle que ça remet en cause l'équilibre financier des départements, je ne suis pas absolument convaincu. Je pense que le poids qui pèse le plus sur les dépenses d'AIS des départements, c'est aujourd'hui, ça a été le RSA, ça a un peu diminué depuis 2 ans grâce à la baisse du chômage, mais la prestation de compensation du handicap coûte très cer, et dans certains départements ruraux et vieillissants, la part est significative. Donc voilà, je ne dis pas que ça n'a pas un impact important dans certains départements, je ne suis pas en mesure de le chiffrer. Je pense que par rapport au gros de la troupe que sont le reste des AIS, ça a un impact un peu plus faible. Mais sur ce point, je vais quand même regarder ça attentivement. Sur la question de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques, bon, il y a eu une époque où on avait fixé des mécanismes. Alors, ils ont été très, 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 très décriés. Les contrats de Cahors qui ont fait beaucoup hurler, qui ont duré peu de temps, parce qu'en fait, la crise sanitaire les a balayés rapidement. Alors, c'était assez bizarre, parce qu'à la fois sur les contrats de Cahors, que moi j'aimais un peu, je dois reconnaître, mais j'ai probablement un côté un peu technocrate. J'aimais bien ça. Je crois que c'était un dispositif qui n'était pas forcément idiot. À la fois, on a crié beaucoup en disant que c'était un très mauvais système, et en même temps, on disait mais ça fait même pas mal, parce qu'en fait, on a réussi à réduire ou à ralentir le rythme de dépenses sans avoir besoin du contrat de Cahors. Bon, il a été renoncé à ce dispositif très clairement. Aujourd'hui, le seul dispositif qui existe, c'est une disposition dans la loi de programmation des finances publiques qui dit que les dépenses des collectivités locales baisseront de 0,5% en volume sur la période. Par an. Bon, et moi, c'est une affirmation. Ce n'est pas une démonstration, il n'y a pas d'outil pour le permettre. Donc on considère que le dispositif que la bonne gestion des collectivités locales, l'effort, peut-être aussi la maîtrise, l'effort spontané, peut-être la maîtrise aussi des transferts financiers, ça permettra d'évoquer ensuite le sujet de la DGF, doit permettre d'avoir ce système de réduction de la dépense en volume. Mais il n'y a aucun élément qui donne de consistance à cet objectif. Voilà. Je veux dire, d'ailleurs, ça aboutit à un système qui, au bout du compte, accroît considérablement l'épargne brute des collectivités, qui d'ailleurs est une incitation un peu à, quand on a beaucoup d'argent à dépenser, si on le souhaite. Donc voilà, mais c'était la même chose dans la précédente loi de programmation, c'est systématique. On prévoit une baisse des dépenses, on ne veut pas toucher aux recettes considérant qu'elles sont figées ou qu'elles sont sanctuarisées. Du coup, mécaniquement, ça aboutit à une augmentation de principe de l'épargne brute dont on ne sait pas, au fond, pas forcément quoi faire après. Sur la question qui a été posée par Mme Marty, de savoir si, au fond, est-ce que le gouvernement a conscience de la situation ? Je pense que c'est plutôt au gouvernement de répondre. Juste peut-être préciser un point, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendus, sur le besoin de financement qui s'accroît en 2020, enfin qui arrive en 2023 et qui s'accroît en 2024, c'est aussi l'effet de l'augmentation des dépenses d'investissement. Hein. Ce n'est pas que les dépenses de fonctionnement, le besoin de financement. C'est la totalité entre l'écart entre les recettes, les recettes disponibles, et puis les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un effort d'investissement qui est fait, qui est nécessaire, parce que c'est quand même le moteur de l'investissement public. C'est aussi nécessaire à cause de la transition écologique. C'est nécessaire aussi à cause du vieillissement. Ça veut dire que les collectivités locales empruntent. Elles vont emprunter probablement plus en 2023 qu'elles n'ont emprunté les années précédentes. Mais il faut bien voir que aussi elles avaient un solde de trésorerie tout à fait considérable. Et qu'enfin, quand on compare la situation, je sais que j'ai le chiffre dans mon dossier, mais je prendrai le temps de le chercher, mais quand on compare la situation d'il y a 40 ans et celle d'aujourd'hui, le niveau d'endettement des collectivités locales est très faible. Il est beaucoup plus faible qu'il était il y a 40 ans. Le service de la dette prenait une part significative des dépenses des collectivités locales. Aujourd'hui, c'est faible, voire très faible. D'ailleurs, on entend certains financeurs, je pense notamment à la Caisse des dépôts, à la Banque des territoires, dire aux collectivités locales, venez chez nous pour emprunter, parce que, bon, alors c'est vrai qu'avec le niveau des taux qui est un peu plus élevé, c'est moins facile. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on a, enfin, le besoin de financement est la résultante aussi d'un effort d'investissement significatif, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas réellement de difficulté pour les collectivités locales en termes de situation financière, car le niveau d'endettement, je crois que c'est 10% de la dette totale, et celle des collectivités locales. Donc c'est beaucoup moins dans le passé. Alors, faut-il ou non indexer la DGF sur l'inflation ? Alors là aussi, je vais prendre ma casquette d'ancien président de la première chambre. Surtout pas, ça va. Ne créons pas des mécanismes de rigidification. Bon,
En même temps, ce que je constate, c'est qu'elle n'a pas été indexée pendant des années. Elle a même baissé significativement entre 2014 et 2017, en tout cas la part forfaitaire. Je crois que le gouvernement a décidé non pas de l'indexer, mais de l'augmenter significativement significativement. En ciblant sur la péréquation. Et en ciblant sur la péréquation. Ce que nous disons dans notre rapport, c'est s'il faut augmenter la DGF, il faut la cibler sur la péréquation, parce qu'elle est insuffisante aujourd'hui, mais évitons d'avoir des mécanismes un peu automatiques. On a déjà eu un mécanisme automatique avec l'indexation des bases locatives. Je crois que c'est un amendement qui avait été voté en 2015 ou 2016, juste avant les élections. C'était mon collègue Dominique Barre me dit que c'était le sien. Donc, bon, c'est un mécanisme qui est sûrement très protecteur, mais qui crée une certaine rigidité, surtout quand la situation des impôts, de l'inflation est élevée. Bon, voilà. Donc, n'ajoutons pas de la rigidité à d'autres rigidités. Je suis conscient que je ne réponds pas favorablement à votre orientation. On est plutôt pour considérer qu'il y a des lois de finances annuelles, autant fixer le taux par loi de finances annuelle. Mais en tout cas, s'il faut augmenter la DGF, il faut cibler sur la péréquation. Nous avions même dit n'augmentez pas la DGF, mais augmentez la péréquation, ce qui était encore pire. Ce qui a été fait partiellement entre 2014 et 2017. Absolument. Sur la différenciation, et je réponds à la question que vous avez posée, Monsieur le Président, c'est vrai que nos analyses, elles sont trop globales. Et que, à la fois au niveau des collectivités, il faut parler par type de collectivité, et à l'intérieur des collectivités, il y en a qui ont des situations très favorables, et d'autres qui ont des situations défavorables. On a sur 2022, dans le rapport FIPULO 1, donc, qui est sorti en juin, on avait fait des encadrés systématiquement dans chaque partie pour expliquer les écarts à la moyenne, les situations des communes ou des départements qui étaient vraiment en dessous des... Par strate démographique. Et aussi par strate démographique. On a, alors je ne sais plus le pourcentage, mais on a un pourcentage qui n'est pas négligeable, une dizaine de pourcents dans mon souvenir de communes qui ont une épargne nette négative. Oui. Le pourcentage avait baissé significativement entre 2019 et 2022. Donc il faut se méfier des moyennes. La moyenne est favorable, il y a des écarts entre types de collectivités, et ensuite il y a des écarts significatifs au sein des collectivités elles-mêmes, et probablement qu'il faut qu'on soit encore plus attentif. Alors on ne peut pas le faire pour 2023 parce qu'on n'a pas les données, on ne peut pas le faire aujourd'hui, on le fera dans le prochain rapport qui sortira en juin, et on va seulement accentuer nos efforts pour mieux comprendre la différence entre les uns et les autres. Voilà ce que je pourrais vous dire sur... et j'ai fait exprès de ne pas reprendre la totalité du rapport, parce que même le député, parce que je savais que vous l'aviez écouté hier. Donc, Oui, ce qui sera intéressant, notamment sur ces cas que vous évoquiez sur l'épargne nette négative de certaines communes entre 2019 et 2022, c'est bien d'identifier s'il y a une systématisation selon la strate, ou si c'est des cas épars dans chacune des strates, ou s'il y a une plus forte concentration. Mais on y reviendra. On a 3 autres questions de collègues. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Madame Anne Bruniera, députée du Rhône, Madame la secrétaire de la délégation. Merci Monsieur le Président. Merci messieurs pour votre présentation liminaire, les réponses à vos questions et puis bien sûr vos rapports. Moi, ma question, un peu réflexion, concerne la décentralisation, plus particulièrement la répartition des compétences, l'imbrication des compétences partagées, dès lors la responsabilité des uns et des autres dans l'exercice de ces compétences. Vous l'avez dit, pensez que ce n'est pas le moment d'un grand soir des compétences. Néanmoins, dans votre rapport annuel, vous faites de très nombreuses préconisations, compétence par compétence, qui signent que tout ceci n'est pas encore très optimal. Et en fait, vous insistez, si je veux être plus précise, sur la coordination nécessaire, une meilleure coordination entre les différents acteurs. Et vous travaillez compétence par compétence. Vous avez choisi un certain nombre de compétences pour lesquelles vous détaillez des préconisations. Vous le savez, vous l'avez dit, nous menons un travail sur la décentralisation. Nous avons commencé par l'audition d'universitaires et en abordant en fait les grands principes de la décentralisation, l'égalité républicaine versus la différenciation, l'efficacité, la subsidiarité, le territoire pertinent versus la lisibilité et l'exigence démocratique, la différenciation encore versus l'intelligibilité.
Et nous travaillons donc à une deuxième partie d'audition sur la décentralisation que j'envisage, mais on va en discuter entre collègues, sur le sujet plus particulier des compétences, de leur partage, et surtout sur l'efficacité de ce partage. Et pour juger d'une éventuelle autre répartition, donc peut-être pas un grand soir, mais en tout cas des évolutions sur une meilleure répartition et aussi une meilleure coordination entre les collectivités territoriales et l'État. Vous avez dit, vous avez apprécié les contrats de Cahors. Moi, j'apprécie aussi un certain nombre de contractualisations, mais aussi de conventionnement. Et j'ai notamment le souvenir de conventions d'objectifs et de moyens entre collectivités territoriales et services de l'État. Par exemple, j'ai été adjointe aux écoles, adjointe à l'éducation de la ville de Lyon. Et nous avions une convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Lyon et la DAZEN, enfin la Direction académique des services de l'éducation nationale, qui avait, selon moi, le mérite à la fois de la clarté, de la responsabilité des uns et des autres, des moyens engagés et par les collectivités territoriales et par l'État, et des objectifs partagés. Je trouvais ça clair, responsable, et puis transparent aussi par rapport à nos concitoyens. Alors que je trouve que le chef de fila que vous dites apprécier est pour moi beaucoup moins clair, beaucoup plus gazeux, si vous me permettez l'expression. J'ai aussi en tête le pacte de cohérence métropolitain de la métropole de Lyon, que je connais bien, qui lui est un document de partage, enfin de rédaction d'objectifs partagés sur des compétences partagées entre la métropole et ses communes. C'est un document qui est moins concret, qui est plus global, mais qui pose quand même territoire par territoire, le partage de compétences et pour quelles raisons elles sont partagées de la sorte. Que pensez-vous de ce genre de documents qui nécessitent bien sûr un travail de coopération en amont pour les élaborer, en aval pour les évaluer, entre collectivités et État? Et enfin, dernière question, est-ce que cela permettrait selon vous d'éviter quand même des phénomènes que l'on connaît hélas à Lyon de retrait d'une collectivité territoriale d'une compétence partagée qui met les autres collectivités territoriales en difficulté? Pour ne pas nommer, je parlerai de la culture, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, où le retrait de la région met les autres financeurs en grande difficulté, sans parler bien sûr des acteurs culturels. Et est-ce que ces documents permettraient aussi, j'aime pas le mot, mais enfin je vais le dire, de forcer à la coopération parfois des acteurs et des responsables politiques qui ne souhaitent plus travailler ensemble? Moi, je suis très inquiète sur ces compétences partagées quand plus personne ne veut partager une compétence. Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Philippe Lothiau, député du Var. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président de Chambre. Dans votre rapport, moi, comme d'habitude très détaillé, vous faites le constat d'une situation finalement contrastée avec des inquiétudes pour l'avenir, notamment pour les départements, avec le risque d'effet de ciseaux. Vous avez plusieurs propositions auxquelles on peut souscrire: le développement d'un fonds de résilience financière, une meilleure redéfinition, on en parlait des blocs de compétences, le regroupement pour la clarté, en effet, dans une même mission de tous les concours financiers de l'État aux collectivités, ou des contrats plus ciblés, moins nombreux. Je pense que tout le monde peut y souscrire. J'aurais une observation et deux questions. L'observation, je reste très sceptique sur les fameuses contributions des collectivités au redressement des finances publiques. Lorsque les concours de l'État finalement baissent en euros constants, et vous dites vous-même dans votre rapport que d'ailleurs les transferts de compétences ne sont pas tous réévalués, les compensations ne sont pas tous réévaluées. Donc pourquoi contraindre des collectivités qui n'augmentent pas leurs dépenses par plaisir? Je veux dire, quand une collectivité augmente ses dépenses de fonctionnement, c'est qu'elle n'a pas le choix, elle ne le fait pas pour se faire plaisir généralement. Deux questions. Vous remarquez en effet le caractère peu opérant de la notion d'autonomie financière et de la perte du lien entre collectivités, ménages et les entreprises de leur territoire. Or, on a transféré en effet une TVA, donc on ne peut pas avoir d'autonomie fiscale avec un transfert de TVA sans pouvoir de taux. Il est difficile aujourd'hui de recréer un nouvel impôt, c'est toujours très compliqué de recréer un nouvel impôt. Est-ce qu'on ne peut pas envisager de transférer, par exemple, c'est une réflexion comme ça, hein, ça serait très compliqué, un impôt sur lequel les collectivités pourraient pouvoir de taux, par exemple, au lieu de transférer de la TVA, transférer une part de l'impôt sur le revenu et laisser un pouvoir de taux ensuite aux collectivités territoriales. C'est une première question. Deuxième question, vous avez une position très pro-intercommunalité. Vous proposez même d'affecter la DGF au niveau intercommunal. Est-ce que vous ne pensez pas, quand on voit que finalement les intercommunalités ont été la principale source d'évolution de dépenses des collectivités territoriales depuis 20 ans, qu'il faudrait arrêter d'en faire justement des espaces qui ne seront plus des EPCI, mais plutôt des établissements publics de mutualisation contrainte, et de revenir à des espaces de coopération volontaire, comme à mon sens, n'aurait jamais dû cesser d'être le cas? Je vous remercie. Et enfin, la parole est à Monsieur Sébastien Rome, député de l'Hérault, pour clore cette série de questions.
Merci, Monsieur le Président. Donc, 3 remarques. La première, je vais aller aussi de ma remarque sur la suppression, la réduction du nombre de communes. Je la comprends d'un point de vue budgétaire, hein, mais je crois qu'il y a une autre fonction aux communes, c'est celle du rapport du citoyen et des élus, de la décision publique. Et d'ailleurs, tu l'as rappelé, dans les événements comme celui du Covid, que font les préfets, que fait l'État? Il en appelle au maire. Et donc, on a une pratique qui est extrêmement forte d'appel au maire dans toutes les situations. Donc, je crois que là, il y a une difficulté et je crois qu'il serait peut-être opportun d'avoir aussi des réflexions du type des travaux, de la manière dont travaille Esther Duflo, par exemple, en économétrie, sur l'impact des dépenses budgétaires des collectivités et de l'influence que ça peut avoir sur la participation citoyenne. Voilà, donc il y a quelque chose à voir aussi, à valoriser, qui est l'implication des citoyens dans la chose publique. Je pense que c'est quelque chose d'assez central. Deuxième chose, sur autonomie fiscale financière, je crois que les maires ne se posent pas tant la question de cette manière-là, ils se posent la question de leur pouvoir d'agir, en fait. Donc autonomie fiscale, on voit bien qu'elle est réduite, tout le monde est à peu près d'accord. L'autonomie financière, on dit elles ont beaucoup plus de moyens. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que en fait, elles peuvent dépenser, mais sur des sujets qui sont décidés par l'État, et ça, c'est les contrats dont on a parlé. Et du coup, ça a une implication, ça demande de l'ingénierie. Et cette ingénierie, elle est aussi une contrainte. Et donc, on a un système dans lequel, finalement, le maire a un espace de vision de dépenses qui est réduit. Et donc, je crois que là, on tient une explication de ce pouvoir d'agir qui est réduit des maires. Et enfin, je reviendrai, vous l'avez un peu évoqué, sur la question de l'épargne brute. On a une étude là de la Banque Postale qui est assez récente et qui correspond plus à l'impression que l'on a quand on va sur le terrain. C'est-à-dire que ce qu'elle décrit, c'est que pour les communes de moins de 3500 habitants, on a une épargne qui augmente encore cette année. Mais au sein de chaque strate, par quartile, quand on a des communes plus riches, eh bien, c'est plus facile pour elles et ça chute de manière plus forte dès qu'on est sur des communes plus pauvres. Et au-dessus de 3500 habitants, on a l'épargne brute qui descend à chaque fois sur cette année. Donc la question est de se dire là, peut-être qu'il y a une problématique de centralité, que les communes qui, en fait, ont de l'épargne sont celles qui sont les petites communes, celles qui ne vont pas faire les investissements, ou peut-être même que dans leur gestion au quotidien, de faire de la dépense et de faire de l'investissement et de faire un crédit face aux habitants d'une commune de 1200 ou 1500 habitants, se dire, regardez, moi je gère ma commune, il n'y a pas de crédit chez moi, voilà, j'ai pas de taux d'endettement. Donc on a des contradictions qui existent et qui, me semble, ne peuvent pas, de manière durable, porter les investissements extrêmement importants que nous avons à faire sur nos collectivités dans le cadre de la transition écologique et des services aux populations. Et là, je termine avec ça. On voit les communautés de communes qui ont vu effectivement leur charge augmenter, mais c'est parce qu'aussi elles ont des nouvelles missions qu'elles ne remplissaient pas avant. Moi, sur mon territoire, la question de l'accueil de la petite enfance, essentielle pour amener des nouvelles populations dans les territoires ruraux. Si la communauté de communes ne répondait pas à ce besoin-là, eh bien, en fait, on perdrait des habitants. Donc, forcément, il y a une montée en charge. Voilà un peu toutes les remarques que je souhaitais vous faire. Merci, chers collègues. Vous avez donné de la chair à ce que j'évoquais sur les différenciations au sein des communes et dans le sens auquel je pensais, qui n'est pas forcément celui qu'on entend parfois dans cette délégation. Monsieur le Président Charpy, vous avez la parole pour une réponse. Merci beaucoup. Alors, peut-être pour répondre d'abord à la question des répartitions de compétences. Moi, si vous voulez, je ne crois pas que... Enfin, je crois que les politiques aujourd'hui sont des politiques qui sont nécessairement partagées. Ce qui ne veut pas dire que les compétences doivent être partagées. Je prends un exemple. Moi, j'ai dirigé pendant 7 ans le service public de l'emploi, à NPE, Pôle emploi.
quand on s'attaque au chômage, il y a à la fois les sujets de formation qui sont de la compétence des régions, des sujets d'insertion qui sont de la compétence des départements avec le RSA, où il y a des sujets d'accueil de l'emploi qui sont des sujets de compétence des communes avec les missions locales, elles aussi soutenues par les régions. Il y a des sujets de formation qui étaient à l'époque la compétence des OPCA et des OPCO, qui sont maintenant celles des OPCO. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de l'emploi, mais c'est pareil pour la politique d'accueil de la petite enfance ou la politique d'accueil des personnes en situation de handicap. Nécessairement, il y a des politiques qui sont partagées, et il faut que chacun puisse intervenir. Et donc, de ce point de vue-là, tout ce qui dispositifs qui permettent que chacun se mette autour d'une table, autour d'un objectif de politique, me paraît d'une bonne chose. Ça ne veut pas dire pour autant que les compétences doivent être partagées. Les compétences de formation, c'est la région. Il y a des situations où les compétences ne sont absolument pas partagées. Je prends elles sont totalement partagées. Je prends la compétence du tourisme. Elle est exercée à tous les niveaux. Est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Voilà. Est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Donc je pense qu'on peut distinguer un meilleur partage des compétences et en même temps le fait qu'on puisse se regrouper par des contrats tels que ceux que vous avez évoqués sur des objectifs de politique en faveur d'actions concrètes. Alors avec le risque que certains se retirent du dispositif, ça j'ai bien entendu ce que vous avez dit sur la culture, mais voilà, je pense qu'il faut distinguer le partage des compétences et l'action collective sur un objectif de politique sociale, économique, industrielle que porte chacune des collectivités à leur niveau de compétences différentes. Et je pense que les sujets que vous avez évoqués, la convention d'objectifs des moyens entre la ville de Lyon et la DAZEN, ça va tout à fait dans le bon sens. Si on pouvait avoir ce dispositif ailleurs, ça serait très bien. Je suis conscient que le chef de fila, c'est un peu gazeux. Oui, je ne vais pas emballer du chef de fila. Simplement, dans le contexte qui est celui d'aujourd'hui, je pense que c'est la seule manière, parfois, je pense notamment sur les sujets de transport public, c'est parfois la seule manière d'avoir un travail en commun en disant sur ce sujet-là, c'est plutôt la région ou c'est plutôt le département qui va le porter. Chacun se met avec les autres pour le faire, mais ça ne peut pas être imposé. Ça doit être une décision qui est avant tout locale. On ne peut pas forcer à la coopération. Je suis absolument d'accord avec vous. Sur ce que vous avez dit, Monsieur Lotio, c'est oui. On a perdu de l'autonomie fiscale parce qu'on transférait de la TVA. Et la TVA, on peut pas l'ajuster. Alors, dans les travaux qu'on avait fait pour la commission des finances du Sénat, on s'était dit, où on était plutôt favorable à des dispositifs de transfert d'impôts, enfin de partage d'impôts nationaux. On avait dit, il faut quand même qu'on ait un minimum de lien avec les territoires. Et on avait évoqué deux sujets. Le premier, c'était que si on transférait de l'impôt sur le revenu au département, parce que c'était quand même là où il y avait le plus de solidarité, il faudrait peut-être réfléchir à un dispositif, soit de surtaxe, soit de contribution complémentaire, mais en tout cas qui permette de donner au département un peu plus de capacité à agir. Et on l'avait aussi sur l'impôt sur les sociétés. Alors non pas tellement pour faire un impôt supplémentaire, parce que ça peut être tout à fait défavorable à la situation économique, mais en tout cas à ajuster le montant de l'impôt partagé en fonction de la création d'emplois, de l'aide à l'investissement. Voilà, d'essayer de créer sur ces impôts dont on pourrait partager une partie. On était sur, je crois, 10% sur l'impôt sur le revenu, 10% sur l'impôt sur les sociétés, d'avoir une répartition qui soit, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, qui tienne compte du dynamisme économique de la région, et pour les départements, réfléchir éventuellement à avoir un bout d'impôt qui soit décidé localement. Nous ne croyons pas, enfin moi personnellement je ne crois pas à la recréation d'un impôt local. Je veux dire, c'est affiché comme étant, mais celui qui le fera, je lui souhaite bon courage. C'est pas facile à faire. D'ailleurs, juste pour être un peu ironique, sur l'autonomie fiscale et sur le pouvoir fiscal des maires, ce qui est quand même très frappant, c'est qu'au moment où on se présente aux élections, ce que je n'ai jamais fait, on dit qu'on n'augmentera pas les impôts, et au moment où on veut se représenter à la fin de ce mandat, on dit qu'on n'a pas augmenté les impôts. En même temps, on veut pouvoir avoir la possibilité de le faire si on le souhaite. D'ailleurs, de fait, on l'a fait plus tôt cette année. Certains le font cette année. Sur les autres sujets oui, sur les EPCI, je suis conscient du sujet. Je pense qu'on a souvent des EPCI qui se sont trop développés et qui ont surtout développé
une infrastructure, une superstructure en personnel tout à fait considérable. Donc voilà, simplement ce qu'on dit, c'est en renforçant le rôle des EPCI dans le partage de la DGF et des ressources d'une manière plus générale, on peut créer un avantage de solidarité entre certaines petites communes défavorisées et d'autres plus grandes. En même temps, je suis bien conscient qu'il y a eu un mouvement de retour en arrière sur les EPCI avec la volonté de donner plus de rôle aux maires. Le mariage à plusieurs n'est pas toujours facile. Voilà, j'en suis bien conscient. Sur la question que vous avez évoquée, monsieur le député, oui, les situations sont très différentes d'un endroit à l'autre, d'une commune à l'autre, d'une région à l'autre. Et effectivement, les petites communes sont un lieu de la participation citoyenne. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait tellement de disparités ou de multiples niveaux de communes, nombre de communes, qu'au bout du compte, certes, on participe, mais sur un nombre de compétences et de capacités à faire qui soit limité. Donc il faut trouver le bon équilibre entre la capacité à intervenir localement par la participation citoyenne pour des choix collectifs, et en même temps le fait qu'on ait tellement peu de moyens pour le faire qu'au fond ça ne vous dit pas grand-chose. Voilà, c'est un équilibre à trouver. Qu'il n'y ait pas de malentendu, je ne suis pas là pour dire qu'il faut supprimer les communes, ça n'a jamais été mon idée. Je dis simplement qu'il y a des endroits où c'est peut-être nécessaire d'envisager un regroupement communal plutôt que de tout transférer à un EPCI qui est très loin. C'est un peu ça mon sentiment. Mais je conçois que c'est une décision qui ne peut être prise qu'au niveau local par les citoyens et par les élus concernés. Enfin, je pense qu'effectivement, plus on a de communes et plus on a de départements dont la situation est diversifiée, et plus on veut décentraliser et leur donner des responsabilités, plus il faut avoir des mécanismes de péréquation parce que les richesses ne sont pas également réparties. Donc voilà, c'est aussi l'équilibre entre la péréquation et la maîtrise des ressources. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, en espérant ne pas voter trop long et en vous laissant le temps d'aller rejoindre l'Assemblée. Merci. Je crois qu'on a une dernière question de Madame Blanc, Madame la députée des Pyrénées-Orientales, et ce sera vraiment la toute dernière, parce qu'il faut que dans 10 minutes, on puisse passer à d'autres travaux. Madame la députée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Elle sera vraiment très brève. C'est juste une. Vous y avez répondu en arrivant à la fin. Vous avez un peu. J'ai le sentiment que vous avez répondu un peu à toutes les questions. Mais juste une petite remarque. Le déficit de l'État et les contraintes de Bruxelles sont en train d'entraîner une déterritorialisation progressive des ressources fiscales. Le bloc local étant particulièrement concerné. Je cite le rapport de la Cour des comptes. Alors, nous avons une liste des dépenses publiques de l'État, mais il serait sans doute judicieux de passer aussi en revue les dépenses effectivement transférées à ce jour aux collectivités locales et d'imaginer, au regard des conséquences constatées sur les budgets locaux, de nouveaux modèles financiers. Ne devrions-nous pas reconnaître la place spécifique de toutes nos communes, le rôle incontournable de celles-ci dans la vie démocratique, indépendamment des réalités territoriales et historiques auxquelles elles renvoient ? Une réforme, autrement dit, en profondeur des systèmes fiscaux locaux ne devrait-elle pas s'imposer afin de doter nos communes, dans le cadre d'une autonomie financière, de véritables leviers d'action ? Alors, je reprends l'expression de l'AMF, qui paie commande et qui commande paie, mais plutôt que d'encadrer les initiatives communales, on pourrait redonner à tous les maires une capacité à agir et à décider avec une fiscalité dédiée à la commune et arrêter le calcul sur le transfert de charges jamais compensé à la hauteur des enjeux et des besoins. Alors attention, les maires ne veulent pas plus de pouvoir, je crois qu'on l'a rappelé, mais exercer avec les moyens qui conviennent la plénitude de leur mandat qui ressemble de plus en plus, il faut le dire, à un sacerdoce. Je vous remercie. À vous, Monsieur le Président Charles. Sur ce point, je partage votre idée sur laquelle être maire est un sacerdoce, et surtout dans les petites communes. Ça l'est aussi dans les villes moyennes. Mais donc c'est un sacerdoce tous les instants. Sur le pouvoir fiscal des communes, je reviens à ce que je disais. On avait les cannes vieilles. Si elles s'appelaient comme ça, c'était pas par hasard. On les avait depuis longtemps. À partir du moment où on les a réduits ou supprimés, c'est super compliqué de revenir à un pouvoir fiscal. Voilà, Mme Thatcher s'y était essayée avec la poll tax, ça s'est très mal terminé pour elle. Voilà, je conçois qu'effectivement, on a perdu un pouvoir fiscal. Je pense que le recréer est super compliqué. Voilà.
Donc, dans le contexte actuel, d'ailleurs, et puis c'est un peu ce que je voulais d'ailleurs répondre à M. le député. Il y a une partie dans le rapport sur l'autonomie financière que l'on évoque, où on dit qu'il y a l'autonomie en recettes, elle a beaucoup baissé. Il y a l'autonomie en dépenses. Et en fait, elle est plus importante qu'on le pense. Il y a des dépenses qui sont obligatoires et d'autres qui sont interdites. Mais en fait, quand on regarde la répartition des dépenses sur les compétences qui sont transférées, le niveau est très différent d'une collectivité à l'autre quand on rapporte au nombre d'habitants. Donc en fait, il y a des choix politiques qui sont de manière assez forte sur ces sujets-là. Et qu'en fait, ce qui contraint l'autonomie en dépenses, c'est le montant des ressources globales. D'ailleurs, ce qui contraint la dépense, vu le système financier qui est celui des collectivités, où on ne peut pas être en déséquilibre, ce qui contraint la dépense, c'est la ressource. Et d'ailleurs, quand je suis avec ma casquette ancienne première chambre de la Cour, on était veillé aux finances publiques, c'est la seule manière de préserver, de réduire les dépenses des collectivités locales, c'est pas de peser sur leurs dépenses, c'est de peser sur leurs recettes. Voilà. Mais donc le vrai sujet aujourd'hui, à mon avis, c'est qu'il y a une autonomie en dépenses qui est un peu plus importante qu'on le pense, alors qu'on ne regarde que l'autonomie en recettes. Mais c'est un point sur lequel il faudra qu'on continue à travailler. Notamment une autonomie en dépenses qui est plus étendue, si on parle des différents types de collectivités, dans le bloc communal et du côté des régions, et assez faible du côté des départements. Merci beaucoup de cet échange qui a éclairé notre délégation. Et pour les collègues donc, qui ont participé au groupe de travail sur la décentralisation, on enchaîne tout de suite.